Bienvenue ce soir, bienvenue à tous pour ce 3e Café de l'Union qui se veut du coup ce soir, on va dire exceptionnel, parce qu'on va commencer un petit peu à vous annoncer des mesures du programme du coup de Bertrand de la Chênaie. Il se veut exceptionnel aussi, pourquoi? Parce qu'on va aborder un sujet qui est très important pour les Carpentraciens, la sécurité au sein de la ville, un sujet qui tient particulièrement à cœur aux habitants. Et nous avons du coup ce soir 2 intervenants de taille pour parler de ce sujet. Alors juste, n'hésitez pas à vous rapprocher. Alors pour petit rappel, on est en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc juste faites attention aux caméras et au bruit pendant les échanges pour que tout le monde puisse entendre nos intervenants. Donc ce soir, nous recevons 2 hommes d'expérience en matière de sécurité. Donc le général de la Chênaie, que tout le monde connaît de par son expérience professionnelle au sein de l'armée de terre et qui est candidat aux élections municipales de Carpentras. Et nous recevons aussi Grégory ce soir. Bonjour. Qui est un ancien gendarme, qui est aujourd'hui policier municipal dans la ville d'Orange depuis plus de 10 ans. Bonjour monsieur, c'est pour une dame. Et qui intervient en tant que formateur pour les différentes polices municipales de la région et a donc une vision assez intéressante sur la question. Alors, dans un premier temps, il est important de parler de chiffres afin de poser les bases de ce débat, car ils sont assez impressionnants et surtout, malheureusement, parlent d'eux-mêmes. Alors, il faut savoir que Carpentras, selon la préfecture, est la 2e ville la moins sûre après Avignon, dans le Vaucluse. Au niveau des agressions violentes, entre 2000 et 2024, on a augmenté un chiffre à 11%. Sur le narcotrafic, on a augmenté de 6,30%. Ce sont quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. Moi, je suis handicapée, donc vous pouvez... Je suis handicapée. Messieurs, donc j'ai une première question pour chacun d'entre vous. Alors, Grégory, est-ce que vous pouvez nous dire si les indicateurs d'Orange sont aussi alarmants que ceux de Carpentras? Non. Non, c'était pour une dame. Non, les indicateurs ne sont pas aussi alarmants. Nous avons la chance à l'heure d'aujourd'hui d'avoir Monsieur Montpart qui est présent, maire d'Orange, où voilà, il enchaîne 5 mandats. Il a une politique sécuritaire qui est très favorable. Orange est classé 3 sur 4 sur les villes au niveau de la sécurité, sur l'ensemble des communes de France. Il faut savoir que sur les communes de plus de 22 500 habitants, elle est classée 246e sur 366, ce qui est très bien classé puisqu'on est sur le haut du classement. En matière, je reviens sur le stupéfiant. En matière de stupéfiant, on a la chance d'avoir effectué un gros travail ces dernières années où sur la commune d'Orange, on est avec une baisse significative de 8,3% sur la commune d'Orange. Vous parlez aussi des violences contre les personnes. Sur ce domaine-là, nous, on est sur une baisse de 17,67% à peu près sur la commune d'Orange. C'est du fait de la politique sécuritaire du maire et aussi de notre action et nos engagements au niveau de la police municipale sur le terrain. Et vous, Bertrand de la Chênaie, comment c'est-vous? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants ici ce soir dans la salle, qui sont nombreux. Merci d'être là. Et puis encore plus nombreux pour ceux qui sont derrière les écrans sur les différents réseaux. Évidemment, c'est la première table ronde. Aujourd'hui sur le thème de la première préoccupation des Français. Vous savez, BFM a fait un sondage et 76% des Français estiment que la sécurité est leur première préoccupation. Donc, on ne pouvait pas commencer notre cycle de table ronde sans commencer par la première préoccupation des Français, d'autant qu'à Carpentras, évidemment, on n'en est pas en reste, les chiffres l'ont montré. En fait, ce qu'il faut dénoncer, c'est ces faits et cette réalité, parce que ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une véritable plaie, cette insécurité. Et Sergent Drieux veut nous faire croire que c'est un sentiment, alors qu'en réalité, ce sont des faits qui pèsent sur l'ensemble des Carpentraciens. Ce que je voudrais d'abord souligner avant de commencer, c'est que derrière les faits, derrière les chiffres qui ont été cités, il y a des victimes, il y a des personnes. Quand je pense à cette dame qui a été agressée, déloute, sexuellement dans le centre-ville,
Franchement, ça fait mal au cœur. Je pense aussi à ce jeune qui a été tué fin août par un chauffard sur la route ici à Carpentras. Je pense aussi aux habitants qui ont été confrontés à ce tir entre bandes rivales près de la gare. Enfin, je pense aux habitants des quartiers qui sont pris en otage par les réseaux de dealers. Toutes ces personnes, je les rencontre, elles me le disent. Donc c'est la réalité, en fait, derrière les chiffres, c'est qu'il y a un véritable problème humain à régler. Or, qu'a fait M. Sergendrier depuis 2014? Je vous le demande. Il découvre les problèmes de sécurité à quelques mois des élections. Et évidemment, à force de communication, il veut nous faire croire que c'est sa préoccupation. Je pense que c'est le premier devoir du maire que d'assurer la sécurité de ses concitoyens. C'est son premier devoir, parce que c'est un droit fondamental et qu'on ne peut rien construire s'il n'y a pas de la sécurité. C'est pourquoi j'en ai fait mon premier axe, vous l'avez vu sur mes affiches, protéger. Ça n'est pas un but en soi, c'est le point de départ. Après avoir protégé, nous construirons, nous attirerons, nous développerons Carpentras pour en faire une ville rayonnante. Ce sera l'objet d'autres tables rondes, mais on en revient à la sécurité, voir ce qu'on peut faire concrètement demain. Merci. Alors, au vu de ces chiffres et de ce constat peu réjouissant pour notre ville, les Carpentraciens se posent tous la même question, de savoir quelles sont, selon vous, les premières mesures à mettre en œuvre pour les rassurer et leur assurer la sécurité qu'ils attendent de tous. Grégory, que pouvez-vous en dire? Ce que je peux vous en dire, c'est que je ferai toujours un comparatif, moi, avec la commune où je travaille, où on nous donne la possibilité et les moyens de travailler sereinement. Sur Orange, on a une unicité de commandement. On a une seule autorité, d'accord, notre directeur, qui est une personne très passionnée par son travail. Elle nous permet de travailler, d'avoir des objectifs et des ordres clairs. Elle nous permet d'avoir une multiplicité de présence d'équipage sur le terrain. Et le fait d'avoir beaucoup de bleus sur le terrain, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de sécuriser l'ensemble du territoire sur la commune. Sur les patrouilles, on a des équipages qui sont présents jour et nuit, 7 jours sur 7. 24 heures, sur une très large plage horaire. Et on a diversifié nos missions dans l'ensemble de la police municipale. Le maire nous a permis d'avoir différents moyens, différentes technicités, comme les motocyclistes, comme les brigades cynophiles, la brigade VTT, ce qui nous permet d'avoir un large panel d'intervention sur la commune. Qu'est-ce qui marche chez nous? La mise en place d'une vidéosurveillance, une vidéoprotection qui est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des agents qui nous permettent aux agents de terrain de travailler en sécurité. Ils sont là pour nous surveiller, ils sont là pour nous accompagner dans nos missions, puisqu'ils ont toujours un regard sur l'action et nos interventions. À savoir que la présence de cette vidéoprotection, elle est ouverte 24 heures sur 24. Les agents sont présents derrière les téléphones et sont capables de répondre à la moindre demande des administrés et nous transmettre directement les doléances et les interventions pour intervenir dans un délai très court d'intervention. Nous avons la chance d'avoir une PM assez importante et qui nous permet de multiplier les équipages sur la commune. Le professionnalisme des agents au sein de la police municipale passe aussi, on a la chance d'avoir une cellule d'instruction, et ce qui augmente, nous, nos socles de formation et nos méthodes de travail. Dernière chose qui nous permet aussi de travailler correctement, et il faut en parler, c'est les équipements que nous met en place le maire. Le maire ne rechigne pas au budget pour sa police municipale. Il nous permet d'avoir tout le matériel nécessaire pour travailler en sécurité, et il nous met à dispositif des véhicules adaptés, un armement adapté sur les différentes missions sur lesquelles on intervient, parce que la police municipale a évolué. Aujourd'hui, on a tendance même à remplacer ou intervenir beaucoup plus sur des missions de police secours avec la police nationale, voire à la place de la police nationale. Donc les missions, il va falloir aussi qu'elles soient adaptées à notre cadre d'emploi, mais il nous faut les équipements et
l'armement nécessaire pour intervenir. Merci Grégory. Bertrand de la Chênaie, du coup, qu'en pensez-vous? Alors, merci pour ce témoignage de Grégory. C'est du vécu. Et moi, ça rejoint mon premier objectif très simple. Je voudrais, avec les agents de la police nationale, réorganiser notre poste de police nationale pour la rendre à la fois plus efficace et beaucoup plus présente sur le terrain, de jour comme de nuit, dans tous les quartiers. Tous les mots sont importants. Donc ça veut dire, doubler les effectifs déployés sur le terrain. J'ai bien dit doubler les effectifs déployés sur le terrain, c'est pas doubler les effectifs de la police municipale, c'est revoir leur cadre d'emploi, leur planning, leur temps de travail, l'organisation, pour faire en sorte qu'on ait plus de monde sur le terrain, moins de monde dans les bureaux. Deuxième chose, assurer une vidéoprotection H24. Vous savez qu'aujourd'hui, elle s'arrête à 1h du matin et qu'elle ne fonctionne pas le dimanche. Enfin, c'est déporté sur la police nationale qui a d'autres missions. Et donc, nous devons pouvoir assurer cette mission H24. Troisièmement, réunir sous une même autorité, j'ai bien entendu le témoignage d'Orange, l'ensemble des moyens de la police municipale. Il y a quelque chose qui est choquant ici à Carpentras, c'est que la police municipale est divisée en deux entités, chacune à un bout et à l'autre de la ville. On a d'un côté les policiers qui sont sur le terrain, et de l'autre, on a le centre de vidéoprotection, la police administrative. Et ça, qui obéit chacun à des chefs différents. Il faut réunir tout ça sous un même commandement pour que les uns regardent, observent, renseignent la vidéoprotection et les autres agissent, interviennent, se déploient, la police de terrain. Tout ça pour un seul chef, pour que ça coordonne. Enfin, il faudra que nous renforcions la coordination de l'ensemble des acteurs, parce qu'autour de la police municipale, il y a tout un tas d'acteurs qui concourent à la sécurité. Les médiateurs, les associations, etc. On y reviendra tout à l'heure. Mais il faut que le maire, et ce sera mon cas, s'empare de cette mission, à la fois sur le plan du budget, mais aussi sur le plan des directives à donner. Merci pour vos réponses. Alors, un autre point important, comment allez-vous faire pour que la sécurité soit pour tous les habitants, et pas seulement le centre-ville, mais aussi les quartiers sensibles et les zones plus isolées, comme la Lègue, ou résidentielles, comme le hameau de Serres? Grégory, est-ce que vous avez des idées? En ce qui nous concerne, Orange, je reviens un petit peu sur ce que vient de dire le monsieur de la Chênaie. Le fait d'avoir une multiplication des effectifs sur l'ensemble du territoire d'Orange nous permet de travailler aussi bien sur la campagne que le centre-ville ou les secteurs un peu plus difficiles comme les quartiers. Je prends un exemple sur les 10 dernières années au niveau du narcotrafic, parce que c'est un des fléaux qui touche nationalement la France. On a réussi petit à petit à faire reculer le narcotrafic sur la commune. Au départ, on avait 3 bassins vraiment bien implantés sur les quartiers, sur les différentes cités. On a réussi à en réduire 2. Il nous reste vraiment maintenant une grosse cité sur laquelle on effectue un très beau travail, aussi bien jour comme nuit, avec la police nationale. Le fait donc d'avoir aussi différentes technicités au sein de la police municipale, ça nous permet aussi de travailler sur un axe beaucoup plus large. Donc, tout à l'heure, on parlait des motocyclistes. Au niveau de la sécurité routière, les motocyclistes, nous, effectuent un très gros travail sur la commune, aussi bien sur la vitesse que sur le code de la route général. En ce qui concerne moi, mon cas, sur les brigades cynophiles, ce qui est mon cas, la lutte contre le narcotrafic, c'est mon travail tous les jours avec l'ensemble des effectifs de la police municipale d'Orange. On travaille tous sur le même objectif. Et ensuite, je venais tout à l'heure sur l'exemple de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance est un outil, vidéoprotection pardon, est un outil très important. Aujourd'hui, le fonctionnement de notre vidéoprotection, c'est directement un centre d'appel. L'ensemble des administrés d'Orange ont pris l'habitude de nous appeler, nous, la police municipale, pour avoir des interventions très rapides.
on est tellement présent dans le paysage orangeois qu'on a la confiance totale des administrés et ils nous appellent directement, même voire des fois avant la police nationale. On est primo-intervenant aujourd'hui. Je prends un exemple, sur la commune, sur cette année, on a 9000 interventions. Donc 9000 interventions générales, dont 5000 qui sont réquisitionnées par des administrés. Donc ça nous fait en moyenne 416 appels par mois de la part des administrés. Donc ils ont vraiment pris cette habitude de nous appeler, nous, la police municipale, pour intervenir rapidement. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on a gagné leur confiance. Il y a un moment donné, dans le paysage orangeois, maintenant, ils ont l'habitude de nous voir, de par la multiplicité des patrouilles. On arrive, nous, par exemple, à sortir des fois 3 à 4 patrouilles le soir, ou même la journée, de par le nombre d'effectifs qui est presque équivalent à celui de Carpentras, puisque à 3 personnels près, on est aux mêmes effectifs. Donc, sur la ville, sur le bassin, on est 30 000 habitants et on a à peu près le même nombre d'agents. Je vous parlais de l'ensemble des effectifs. Il y a une chose qui est ressortie il y a peu de temps, parce que c'est la grande pub en ce moment dont on parlait partout, c'est la BMI, la Brigade Mobile d'Intervention qu'a créé le maire. À Carpentras, c'est une très bonne chose. Ayant habité aussi à Carpentras, j'attendais que ça, qu'il y ait un petit peu de réaction face à la lutte contre le narcotrafiquant qui est un fléau. Le problème, c'est que la BMI, c'est une très belle chose. Elle est arrivée tardivement, mais c'est une très belle création d'unité. Mais l'objectif principal, c'est quoi? Est-ce que c'est de créer une unité ou de rendre l'ensemble des effectifs de la police municipale polyvalents? À mon sens, c'est l'ensemble de la police municipale qui doit devenir cette BMI. C'est l'ensemble des agents, les 35 agents qui sont sur le terrain, qui ont la possibilité d'exécuter les mêmes missions que cette BMI. C'est ce que nous, on fait à Orange. On n'attend pas d'avoir une unité bien spécialisée. Non, c'est l'ensemble des agents qui, eux, exécutent les missions que font aujourd'hui la BMI. Merci Grégory. Bertrand Lachéa, vous? Très intéressant. En réalité, le doublement des effectifs déployés sur le terrain, par le fait même, va permettre de doubler la présence partout sur la zone. Aujourd'hui, quand on a une patrouille dans le centre-ville, il n'y a personne dans les quartiers, en périphérie, en zone rurale. À partir du moment où on aura 3 brigades simultanées qui tournent, on pourra être partout et en même temps, grâce à la centralisation du commandement au poste de vidéoprotection, on pourra regrouper dans un temps très court et extrêmement efficace l'ensemble des moyens déployés sur un point pour intervenir, prendre en flagrant délit et régler le problème tout de suite. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de constater par une caméra une infraction, il faut agir tout de suite pour que la sanction frappe le délinquant immédiatement. Ensuite, je compte répartir les adjoints. Vous savez qu'on a 10 adjoints sur une liste qui dirigent la commune. Chacun des adjoints se verra affecter un quartier. La ville de Carpentras a découpé en 10 quartiers, de telle sorte à associer les citoyens à la gestion de leur sécurité. Ils pourront identifier un adjoint qu'ils pourront appeler. Ils sauront qu'ils auront les services de la mairie à leur service, au service du quartier, quels que soient les sujets de délinquance, de nettoyage, etc. Donc il faut qu'on ait cette organisation à la fois d'une police qui intervient et d'un quartier qui est vivant et qui est en relation avec les services de la commune. Nous mettrons en place un numéro d'appel centralisé. Tout le monde a un téléphone. Bien sûr, l'idée des bornes d'appel, c'est aussi un bon système, sauf que dans une ville comme la nôtre, assez étendue, vous imaginez le temps et le coût d'installer ces bornes partout. De toute façon, la délinquance, comme par hasard, a lieu entre 2 bornes et pas au niveau de la borne. Tout le monde a un téléphone. Si ce réflexe, comme l'a décrit Grégory tout à l'heure à Orange, si ce réflexe est pris et que quelqu'un a un ennui, il sait qu'il peut appeler, il y aura toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour lui répondre avec une capacité d'intervention immédiate, ça change tout. Enfin, Carpentras a une forte partie de son territoire qui est en zone rurale, résidentielle,
isolées. Je pense au hameau de Serre, je pense au massif de la Lègue. Cette zone-là mérite, de mon point de vue, la création d'un poste de garde champêtre. Ce garde champêtre, qui travaillerait évidemment en étroite coordination avec la police municipale, pourrait remplir des missions très spécifiques qui leur sont dévolues sur le contrôle de la chasse, de la pêche, de toutes ces zones rurales qui sont malheureusement aujourd'hui très peu contrôlées et qui peuvent servir de base arrière, de zone logistique ou de dépôt sauvage. Et ce garde champêtre, en plus, pourra tenir des permanences de demi-journée, mettons, par semaine, à Serres. Ça permettrait de consolider ce lien qui est réclamé avec les administrés. Voilà, en fait, le but de toutes ces mesures principales, réorganisation de la police ou complémentaires, c'est d'inverser la peur. La peur ne doit plus peser sur les victimes, elle doit peser sur les délinquants. Pour ça, il faut de la volonté, il faut des moyens, et nous l'aurons. Merci pour cet éclaircissement. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des mesures complémentaires au-delà du seul déploiement de la police municipale? Grégory. Des mesures complémentaires, oui, il peut y en avoir. Dans un premier temps, tout à l'heure, je parlais de la police municipale, comme quoi on faisait partie du paysage orangeois. De par notre présence, la présence très forte, on est présent auprès des administrés lors des événements festifs. On est présent aussi auprès de nos commerçants lors de l'ouverture et de la fermeture des commerces. On est présent aussi avec les différents services comme la CC Pro, qui est notre service communal, ou tout simplement avec les directeurs d'établissement. Où est-ce que je veux en venir, c'est que le fait de notre présence et d'être assez proche d'eux, ça nous permet d'avoir une mission de renseignement qui est importante. Le renseignement, c'est la base de notre travail. Si vous ne communiquez pas, et qu'il ne faut pas oublier qu'on est une police de proximité, si on ne communique pas avec nos administrés, nos commerçants, on n'aura pas de renseignement. Et c'est par là que commence déjà le début de notre travail. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un travail coordonné avec les directeurs d'établissement. Aujourd'hui, c'est le fléau qui nous touche tous, enfin surtout nos enfants, c'est la délinquance, la violence, d'accord. On a beaucoup, vous avez tous vu au niveau national, les attaques au couteau qu'il y a. Il y a des mesures auxquelles on peut pallier avec les directeurs d'établissement, comme intervenir, être présent déjà auprès de ces établissements scolaires, intervenir avec les chefs d'établissement pour la vérification visuelle, tout simplement avec les CPE ou les surveillants dans ces établissements. Donc la vérification visuelle des sacs pour les élèves, pour sécuriser tous les établissements, l'ensemble de ces établissements scolaires. Attention, ça sera des ponctuels, ce n'est pas systématique, ce sera des missions qui peuvent être ponctuelles. Autre sujet, c'est la lutte contre le narcotrafiquant, donc protéger aussi nos enfants de ce fléau. On peut, avec l'autorisation des directeurs d'établissement et en accord avec eux, travailler sur de la prévention et même de temps en temps de la répression. Ici à Carpentras, comme nous à Orange, vous avez des brigades cynophiles qui sont formées à la détection de recherche de produits stupéfiants. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut travailler. On parle aussi, j'axe beaucoup sur les établissements scolaires parce que c'est par là qu'on va commencer. Si on n'éduque pas nos jeunes, au final, ces jeunes-là, ils vont grandir et s'ils grandissent dans une certaine délinquance, il y a un moment donné, ça va nous mettre en difficulté. Vous pouvez, dans un premier contact aussi, faire tout ce qui est des permis piétons, des permis vélos, travailler sur la prévention avec les jeunes et ça nous permet de communiquer avec eux. Deuxième chose, c'est conserver au mieux ce que vous avez mis en place. Je trouve que c'est une très bonne chose sur Carpentras, les mamies et papilles trafic. Ça, c'est très bien, ça nous enlève un petit peu ces missions qui nous prennent beaucoup de temps. Par contre, ces papiers et mamies trafic, il ne faut pas les lâcher, il faut les accompagner et il faut les former au mieux pour qu'ils puissent intervenir correctement auprès des établissements scolaires. Il y a aussi les opérations coordonnées qu'on peut faire avec les forces étatiques, la SUGE, vous avez les réseaux ferroviaires ici avec la gare de bus, ainsi que les contrôleurs. Souvent, régulièrement, nous on est appelés sur la gare à Orange pour intervenir avec la SUGE ou les contrôleurs. Ça fait partie de nos missions. Vous avez des acteurs sociaux aussi, ça c'est très 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 bien. Et la possibilité de... Alors ça c'est un axe qui est très très lourd, d'accord ?
mais la possibilité de créer une relation directement avec le centre communal, le CCS d'action sociale, en ce qui concerne tout ce qui est dispositif d'accueil. Aujourd'hui, c'est un fléau. On a tout ce qui est les IPM, les igresses publiques manifestes, les SDS, sans domicile fixe. Donc tout ça, il va falloir créer quelque chose avec le centre communal pour pouvoir lutter contre ça au niveau des centres-villes. Merci beaucoup, Rigolé, pour votre intervention. Bertrand. Oui, sans être exhaustif, il y a plusieurs mesures auxquelles je pense et qui seront mises en œuvre assez facilement dès mon arrivée à la mairie. C'est d'abord revoir l'éclairage. Il ne doit plus y avoir de zone d'ombre, notamment dans les petites ruelles du centre-ville. On ne doit plus avoir peur quand on se déplace. Donc, de l'éclairage revu. Et en même temps, je sais qu'il faut protéger l'environnement, qu'il y a les nuisances lumineuses, oui, et qu'il faut qu'on envisage, et on verra comment on fait, une extinction aléatoire par quartier, en liaison avec les habitants, mais aussi de telle sorte à ce que, de toute façon, ça surprenne systématiquement le délinquant potentiel, et non pas qu'il connaisse à l'avance le fait que tel quartier sera éteint à telle heure. C'est un impossible. Deuxième chose, toujours en m'appuyant sur mon dispositif de quartier, déployer le dispositif voisin vigilant et sécurité vacances. Quartier par quartier, ça doit être étendu sur l'ensemble. D'abord parce que ça crée une solidarité, deuxièmement parce que ça permet à la police municipale d'avoir des contacts, enfin, ça donne du renseignement. Troisième chose, tolérance zéro sur tous les petits actes de délinquance. Trottinette, rodéo, sanction, confiscation, destruction. Enfin, continuum de la sécurité avec le social. Ce continuum est très important. On n'est pas là uniquement pour avoir un bâton et taper sur les délinquants. En réalité, ce fléau est souvent une manifestation de difficultés, de pauvreté, etc. Et donc, ce continuum du social est essentiel. C'est pourquoi je m'inspire, et je voudrais citer un exemple, outre Orange, c'est celui de la ville de Valence, qui, avec son maire, a mis en place un dispositif assez intéressant qui permet de poursuivre cette lutte contre la délinquance, notamment, par exemple, par une convention avec les bailleurs sociaux qui permet d'expulser tout délinquant qui a fait l'objet de 2 mises en demeure. Ils en ont fait 140 en 3 ans. 140 expulsions. C'est exemplaire. Ça donne, je dis c'est exemplaire au titre, ça donne l'exemple aux autres. Autre chose, il a renforcé le dispositif des médiateurs. C'est évident qu'il faut des médiateurs. Sont-ils identifiés? Sont-ils formés? Comment travaillent-ils? Avec quels moyens? Pour quels objectifs? C'est essentiel. Enfin, s'appuyer sur des associations qui ont un véritable rôle et qui ont des objectifs que nous devrons leur fixer et contrôler. Je pense à l'Outricadou qui agit dans 3 quartiers périphériques et je pense à Arévi qui fait aussi un très bon travail au centre-ville. Voilà. Il reste un point plus délicat, plus difficile, mais qui concourt à la sécurité, c'est celui de la santé. Il n'y a pas de sécurité sans santé. Et il n'y a pas de santé sans sécurité. Vous savez que les urgences sont fermées à Carpentras. En fait, les urgences rencontrent 2 difficultés. Rencontrent une difficulté de médecins. Là, le maire a un rôle à jouer pour faire en sorte que la ville de Carpentras attire des médecins à nouveau. Et la deuxième chose, les urgences sont aussi un problème de sécurité. Donc là, on a un très gros travail à faire, de telle sorte à ce que, évidemment, le dispositif de santé soit présent dans notre ville. Voilà des mesures complémentaires, certainement pas exhaustives, mais qui peuvent être mises en place. Très intéressant. Donc, dernière question avant de passer aux échanges avec la salle. Y a-t-il pas d'autres formes de violence que nous n'avons pas évoquées en dehors de la délinquance et du narcotrafic? Bien sûr qu'il y a d'autres formes de violence. Il y en a eu,
enfin il y en a un où c'est un fléau national. Nous, Orange, on est touché par une augmentation des chiffres. C'est tout ce qui est violence intrafamiliale, les VIF qu'on appelle, donc les violences intrafamiliales internes à la famille, qui sont assez compliquées. La société se durcit, cette norme de violence augmente, c'est vraiment un fléau. Deuxième fléau, c'est aussi les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est assez délicat pour nous, parce que ça requiert une très grosse formation. Attention, hein, les violences faites aux femmes, c'est une formation spécifique, une formation d'écoute, une formation d'accompagnement. Et là, ça sort de nous, notre registre qui est la police municipale. Là-dessus, tout à l'heure, on parlait des acteurs sociaux, comme le CCS, le Centre communal d'action sociale. À Orange, vous avez une cellule bien spécifique pour ce fléau. Donc il y a des personnels qui sont là à l'écoute et qui peuvent accompagner à retrouver des logements. Je sais qu'il y a des dispositifs au niveau national qui existent pour les femmes battues, comme la sauvegarde d'un logement qui permet de les isoler, d'accord, et de les mettre en sécurité. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place au sein des différentes communes qui sont présentes sur le territoire national. Merci Gabori. Bertrand Lachelet. Oui, les violences faites aux femmes, c'est vraiment le deuxième fléau que connaît le Vaucluse et Carpentras après le narcotrafic. Ça m'a été confirmé par le préfet de Vaucluse. Donc c'est un point à la fois très difficile, très délicat. Grégory l'a souligné, c'est sensible et ça demande des formations particulières. Mais en tout cas, on ne peut pas l'ignorer, il faut absolument le traiter. Moi, je souhaiterais créer une maison d'écoute et d'accueil qui permette à toutes les personnes fragiles, personnes âgées, personnes en difficulté, qui ont reçu une violence invisible, du moins de l'extérieur, mais qui peuvent aller rencontrer les services d'action sociale de la ville et les associations qui, elles, ont du personnel formé justement pour traiter, accompagner ces personnes. Je pense ici à Carpentras, il y en a plusieurs, mais je me vient à l'esprit l'association Amado, mais il y a aussi l'association AARP, etc. Donc ça me paraît un point clé qui est un lieu où ça, tout le monde sait que je peux y aller, je rencontrerai des gens à l'écoute. Ensuite, il y a évidemment quelque chose de plus sensible et qui se développe aussi dans nos rues parce que la pauvreté augmente, c'est les personnes qui sont en état d'ivresse dans la rue ou qui sont sans domicile fixe. Et évidemment, c'est aussi quelque chose qu'il faut traiter. C'est pas de la violence, sauf que c'est quelque chose, c'est violent pour ces personnes-là. Et donc, il faut absolument pouvoir les accompagner. C'est le rôle aussi de la police d'appliquer des arrêtés qui existent et ensuite de conduire ces gens-là vers des centres d'accueil qui sont prévus pour ça. Enfin, je voudrais terminer par la sécurité routière. Parce que, on le sait, depuis quelque temps, tout le monde est devenu violent sur la route, en moto. Les gens sont énervés, sont pressés, et pourtant on a une gare, mais néanmoins tout le monde est sur la route. Donc il faut absolument qu'on aille sur ce terrain-là. Or, la brigade moto n'existe plus à Carpentras, il faut la remettre en place. Il faut qu'on voit des motards sur tous les axes de la ville, y compris la rocade. Voilà quelques actions. Je vous remercie pour cet échange très intéressant et constructif. Alors, je vous propose maintenant de passer à la session questions-réponses. Allez-y. Pour le général. Ah, je ne vais pas passer le micro. Oui, en général. Parlez bien. Je ne vais pas parler trop fort déjà. Hein. Déjà, je parle fort. Allez-y, allez-y. Christian, Patrick, posez votre question. Oui, je reviens sur l'explication du monsieur d'Orange, là, sur la police municipale. D'accord? Ici, à Carpentras, moi, vous connaissez mon état pathologique, hein? D'accord? Et il n'y a pas que moi. Il y a pire et il y a moins. Bon, c'est pas un concours. Donc, et il y a des personnes âgées, il y a des mamans et tout. Et il y a un arrêté municipal, si je ne me trompe pas,
qui interdit de circuler à vélo sur son vélo, et ainsi que les trottinettes qui circulent, qui sont débridées et qui circulent à 65 à l'heure. Très bonne question, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la tolérance zéro. Il est évident que les arrêtés doivent être appliqués. Pour ça, les policiers, doivent avoir les consignes de mettre en œuvre ces arrêtés. 2, avoir les effectifs suffisants déployés sur le terrain pour être là quand l'incident arrive. Le problème, c'est que comme il y a peu de gens sur le terrain, ils ne sont pas là quand l'incident arrive. Donc, en multipliant les effectifs sur le terrain, vous allez multiplier la possibilité d'arrêter ces fauteurs de troubles. Voilà, c'est ça l'objectif. Enfin, peut-être que Grégory a quelque chose à dire là-dessus. Je vais répondre un petit peu à votre question. Vous parlez du fait, donc je vais répondre un peu à vos questions, vous parlez du fait que l'arrêté qui a été mis en place sur la commune de Carpentras, je suppose, n'est pas respecté. Parce que sinon il va garder. Comment on peut subvenir à vos besoins? Tout simplement, tout à l'heure j'ai parlé de la multiplicité de la présence des équipages sur la commune. Au nombre d'effectifs, nous sommes 35 à Orange, on arrive à sortir 3 voire 4 équipages la journée. Ce qui nous permet d'avoir, tout à l'heure je vous ai parlé de la présence des équipages sur l'ensemble du territoire. Ça nous permet de projeter un équipage au nord, au sud, donc sur les différentes campagnes, mais aussi un équipage sur le secteur centre-ville qui lui agit contre tout ce qui est ville, contre les EDPM, et vous parliez tout à l'heure des vélos. À savoir, vous l'avez dit par vous-même, les EDPM, donc les trottinettes débridées. Ces trottinettes débridées ne doivent même pas être sur la voie publique. Donc c'était à la police municipale d'intervenir rapidement, d'accord, en mettant par exemple, prenez une brigade vététiste qui, eux, ont la mobilité d'intervenir rapidement, ou tout simplement une brigade à pied qui fait sur la zone piétonne une patrouille. Mais ça, c'est parce que nous, sur notre commune, les 35 agents qui sont présents sont sur le terrain. Une autre question? Question. Il faut... Attends. Ça va aller, je ne vais pas parler comme ça. Non, non. Approchez-vous. C'est pour les gens qui sont sur le réseau, Pour c'est ceux qui important. sont en ligne, ils n'entendront pas. Oui, j'ai entendu ce que tu avais dit par rapport à, d'une part, les mesures de police municipale, entre autres de sécurité, et des problèmes de tuer polycarpier sur un périmètre étendu. Ça correspond à 2 structures qui existent, auxquelles j'ai participé de longues années. D'une part, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui a beaucoup d'avantages parce qu'il permet de rassembler de manière régulière, en faisant un bilan chaque année, tous les acteurs sociaux, c'est-à-dire en plus, il y a la justice avec le procureur, il y a le sous-préfet, il peut y avoir l'agence régionale de santé, il y a les bailleurs sociaux, il y a des chefs d'établissement, pour parler de violence scolaire et autres. Et après, pour être dans différentes zones, tu as parlé des secteurs, il y a des conseils de quartier qui permettent, eux, de réunir 20 personnes, par exemple, par conseil du quartier, des réunions tous les 2 mois, un bilan qui est fait chaque année, et avec un intervenant de la police municipale qui est présent sans arrêt. Et l'avantage, justement, c'est déjà les 2 structures de faire de correspondance transversale, c'est de faire un bilan de départ, en audit, pour partir sur une poste, on fait le point de tout, et ensuite de mobiliser en permanence, de faire des points de manière rapprochée, régulière, et d'intervenir sur tous les secteurs, en coordonnant, parce qu'il y a un coordinateur. Et ça, pour répondre à ça, il faut être au moins 10 000 habitants, c'est le cas, et avoir au moins un quartier de sécurité prioritaire, c'est aussi cas, parce qu'il y en a au moins 3 ici. Donc là, ça serait deux structures qui permettraient justement de mettre en œuvre et de mettre en relation tous ces gens. Après, on peut parler aussi de police municipale à verticale ou à cheval, comme les autres plus rurales, ça se fait aussi. Il y a une question ou pas? Voilà, c'était simplement pour dire qu'il y a 2 structures qui iraient tout à fait pour inclure toutes ces paroles. Il existe déjà sur Carpentras, c'est l'SPD. Au niveau de la COP, au niveau de la Commune. Il y a Le CISPD. il y a deux comités. Il y a un comité au niveau de la COP et il y a un comité au niveau de la ville. Simplement, et les quartiers, c'est ce que je viens de proposer, puisque les comités de quartier ne se réunissent plus depuis maintenant, je pense, 10 ans. Ils ne communiquent pas tellement, par contre. Ils n'existent plus.
Ah, oui, d'accord, tu veux dire les comités de coordination. Bon. Donc ça, évidemment, c'est le but, c'est de mettre en place. Il y a une question, il y a plusieurs questions. Merci, Fata. Merci pour votre présentation, tous les deux. J'ai une question sur le commerce, et le commerce des barbiers, des petits commerces qui sont ouverts très tard le soir, et où il paraît qu'il y a du blanchiment d'argent pour le faire avec du deal. Donc il n'y a pas que le quartier où on trouve les choux à l'entrée, on les trouve aussi dans nos rues. Et du coup, personne ne vient plus en ville. Tout le monde a peur. Ça crée une ambiance particulière, même si on est ouvert. Donc j'aimerais savoir si vous avez rencontré cette difficulté à Orange. Profitez de votre présence, merci encore, et vous demandez si vous avez réglé la question peut-être avec la préfecture. Merci. Je peux un petit peu vous aiguiller là-dessus, vous répondre sur cette question. Donc, comme vous me dites, il y a les barbiers, mais il y a aussi, on connaît tous, les épiceries de nuit. Oui, on n'est pas aveugle, on sait très bien que ces commerces sont des vitrines, d'accord, et qu'il y a un marché qui est derrière. À Orange, ce qu'on a fait sur la dernière année, et ça a été très concluant, tout à l'heure le camarade parlait du CLSPD avec l'ARS, même les douanes aussi interviennent. Nous, on a formé 2 agents sur la commune, 2 agents de police municipale, parce que ça fait partie aussi des prérogatives du maire, la sécurité et la salubrité. Donc on les a formés au contrôle des épiceries de nuit et tout ce qui est commerce. Alors les barbiers, c'est bien spécifique. Moi je sais que sur la commune d'Orange, beaucoup de coiffeurs aujourd'hui commencent à s'en plaindre parce qu'ils baissent les prix énormément bas, ils sont ouverts très tard le soir. On sait très bien que c'est une source de blanchiment. Maintenant, pour lutter, comme je vous dis, c'est assez compliqué dans ce domaine parce que ce ne sont pas nos prérogatives. Nous, on s'arrête à des constatations. La police municipale est une police de constatation. Nous n'avons pas l'autorisation d'acte d'enquête. D'accord ? Tout ça revient aux forces étatiques. Il ne faut pas oublier que la police municipale, c'est pas magique. On agit aussi dans nos prérogatives. Et il y a un moment donné, nos prérogatives trouvent leurs limites. En ce qui concerne les épiceries de nuit, on fait un très gros travail. D'ailleurs, officiellement, là, il y a une épicerie de la cité de Fourchelet qui a pris 6 mois d'arrêt à la suite des contrôles qu'on a effectués communément avec les forces étatiques, avec la police nationale, où on a retrouvé justement des cigarettes qui ne devraient pas être présentes, de l'alcool qui ne devrait pas être présent. Donc tout ça, on peut travailler dessus. Maintenant, sur les coiffeurs, c'est une autre problématique, parce que là, c'est le commerce, le tribunal de commerce. Et c'est quelque chose sur lequel on va essayer de se pencher, nous, pour pouvoir voir un petit peu quelle orientation on peut prendre. C'est l'intérêt de la réorganisation de la police municipale de Carpentras. C'est à la fois de multiplier les gens sur le terrain, mais avec des missions très complémentaires. Cette mission, elle est déjà réalisée aujourd'hui à la police de Carpentras, un peu sous le même angle que je viens de le décrire. Maintenant, c'est forcément de manière assez limitée, j'imagine. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais juste une question pour vous, monsieur de la Chênaie. Si vous êtes maire demain, on parle de sécurité, on parle donc de matériel, on parle donc de formation, parce que j'ai pu entendre. Comment vous comptez financer tout ça si vous êtes élu? Alors, c'est une très bonne question qui, de toute façon, va se poser sur tous les sujets que nous aborderons au cours de cette campagne. Parce que la première chose, c'est que nous avons de gros doutes sur ce que nous allons trouver quand nous arriverons à la tête de la commune, compte tenu des bilans financiers qui nous sont plus ou moins bien, plus ou moins clairement présentés, et compte tenu des observations que nous avons lues avec attention de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Donc, c'est certain que la première chose, ce sera déjà de faire le point financier. Ensuite, les mesures que j'ai proposées, les premières mesures que j'ai proposées, les mesures urgentes, ne sont pas des mesures à tout. Mesures de réorganisation, mesures de planning, mesures de formation,
c'est pas des coûts énormes. La police a les effectifs à trois personnels près, a les effectifs qu'il faut. Donc dans un premier temps, c'est se réorganiser et dynamiser. Ensuite, évidemment, nous aurons des ajustements budgétaires à faire. Très clairement, dans les dépenses du budget aujourd'hui du maire, de M. Sergent-Drieux, la sécurité n'est pas une priorité. C'est une toute petite part du budget. Je compte doubler ce budget parce qu'il y en aura besoin pour recruter quelques personnels supplémentaires, on l'a dit, équiper et ensuite multiplier les présences sur le terrain, donc les heures supplémentaires, la participation aux missions, etc. Donc ça, c'est clair qu'il y aura des choix budgétaires. Mais ça s'appelle faire des choix. Ça ne veut pas dire augmenter les impôts, puisque dans le même temps, mon objectif, in fine, je ne dis pas dès la première année, mais in fine, ce sera de diminuer les impôts. Donc si on veut dynamiser la ville, il faut alléger les charges sur les entreprises, sur les commerces. Et en même temps, on a des besoins, il va falloir donc se recentrer sur les missions principales. Donc il y aura des choix à faire. C'est ça une politique. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, monsieur, c'est à vous, je m'adresse. Il y a plusieurs points chauds du contrat. La cité du bout du plan, la cité des Amandiers, pour n'en citer que deux. Il y a eu plusieurs opérations de communication cette année de la part des équipes du maire. Les policiers sont intervenus, ont mis en garde à vue, je pense, les choufs, en faisant beaucoup de tam-tam en disant que c'était fini. Le lendemain, ils étaient à nouveau en place. Et cette semaine, j'ai vu une vidéo lunaire dans laquelle une équipe d'intervention, donc des policiers, interroge les choufs, discute avec eux, font venir les chefs du trafic de drogue, se font menacer et au bout de 2h30, ils sont contents parce qu'ils ont créé un dialogue social. Je voudrais savoir quelle est votre façon d'opérer à Orange. Est-ce que vous voulez caresser dans le dos les mecs ou est-ce que vous voulez coffrer? Je voudrais savoir ensuite ce que le général de La Chênaigne pense faire. Très très bien. Alors pour vous répondre, ça va être assez facile pour ma part puisque c'est mon travail à Orange. Vu que je suis le maître chien d'équipe nuit, je suis directement touché par le narcotrafic. C'est mon travail de retirer entre guillemets le stupéfiant sur les points chauds de la cité de Fourcheveille par exemple à Orange. Comment on intervient? Le dialogue c'est une bonne chose. Attention, il ne faut pas oublier que c'est ce qui nous donne les renseignements. On ne va pas les caresser, mais par contre on les harcèle. On est très présents, voire tous les soirs. Réellement, tous les soirs on mène une opération sur les différents équipages de police municipale et on est présent sur le point de tir. On va contrôler, relever les identités des choufs. On travaille beaucoup sur la verbalisation, donc sur tout ce qui est les détritus. Dans la vidéo, on voit qu'ils récupèrent des chaises, etc., des dépôts d'ordures. Tout ça, on va surtout toucher au portefeuille dans un premier temps. Après, on est toujours dans la limite de nos prérogatives. Pour pouvoir coffrer, comme vous dites, en reprenant votre mot, les individus, il nous faut une infraction, voire un délit. Une simple infraction est un relevé, est un PVE, si vous voulez, si c'est un relevé d'infraction. On ne va pas aller chercher plus loin parce que la loi ne nous permet pas. Par contre, dès qu'on a un délit, oui, on intervient directement et le maire nous donne les moyens d'intervenir. Demain, on se fait casser, c'est pas grave. Le maire nous dit retournez ici. Il va nous changer les pare-brises cassés et il va nous demander d'accroître un petit peu nos contrôles, aussi bien par le code de la route, à la sortie, à l'entrée du quartier, d'intervenir, faire des points fixes présents sur le quartier pour empêcher la vente de produits stupéfiants. Et nous, derrière, on va travailler avec les bailleurs sociaux aussi pour pouvoir évacuer tout ce qui est hall d'immeubles. On va aller les chercher dans les halls d'immeubles pour pouvoir les évacuer à partir du moment où on a l'autorisation des bailleurs sociaux. On va les verbaliser. À partir du moment où vous touchez au portefeuille, vous en êtes les premiers. J'ai une infraction, je touche au portefeuille. Une fois, ça va aller. Par contre, quand c'est quelque chose qui arrive régulièrement, jusqu'à toutes les 15 minutes, parce qu'on est présent, on peut relever des infractions à hauteur de toutes les 15 minutes. Donc là, ça commence à leur faire mal au portefeuille et ils commencent à y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'une verbalisation, c'est 68 €.
68, plus 68, plus 68. Une soirée de travail pour un chouf, en moyenne, c'est 90 à 120 euros. Le porteur de la sacoche touche 200 euros, c'est pas des chiffres qui sont inconnus, tout le monde le sait. D'accord? Donc il y a un moment donné, quand vous touchez au portefeuille, ben, oui, vous allez me dire ils sont insolvables. Il y a un moment donné, ils ne sont pas insolvables. À un moment donné, ils reprennent une vie normale. Ils sont jeunes à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand ils commencent à arriver à 23, 24 ans, ils se disent on va se calmer parce qu'on voit bien que c'était bien. Mais il va falloir que je trouve un appartement, j'ai une copine, etc. Les impôts, ils ne sont jamais très bons. Et là, ça leur fait mal. Après, vous savez, Orange, ils viennent chez nous. La plupart des choufs, ils viennent, et ils nous disent souvent, hein, parce qu'on discute avec eux aussi, hein, pour savoir un petit peu, avoir les identités, savoir d'où ils viennent, de quel point ils viennent. Et ils nous disent à Orange, on n'y reste pas souvent longtemps, on y reste 3 jours, parce qu'on le sait comme vous travaillez. En fait, vous êtes là tous les soirs et vous nous empêchez de travailler. Donc, c'est mon boulot, c'est notre boulot. Attention, on n'oublie pas le reste du centre-ville hein, aussi. C'est des opérations coordonnées qu'on fait avec la CRS, avec la police nationale. Mais à côté de ça, on patrouille aussi sur nos zones commerciales, on patrouille sur nos campagnes et on n'oublie pas le centre-ville. Mais je reviens toujours au même, c'est par la multiplicité des équipages présents sur la commune. On a parfois 12 personnels la nuit. On arrive à sortir 11 à 12 personnels, 4 équipages quand personne ne pose, quand les sites de repos ne sont pas présents, on est présent. Après, c'est du harcèlement. Alors c'est intéressant parce que c'est une question de tactique. En réalité, moi j'avais qu'une chose en tête, inverser la peur. Donc, il faut faire peur aux délinquants, par contre il faut qu'on rassure la population. Et c'est vrai que les habitants des quartiers ne demandent qu'une chose, c'est à être rassurés, à retrouver une vie harmonieuse, et pour ça, eux, ils réclament de voir des policiers. Mais le problème du délinquant, c'est que lui, il s'adapte au dispositif. Donc, un dispositif statique est antinomique du harcèlement qu'évoquait Grégory. Le nom même de la brigade mobile d'intervention veut bien dire ce que ça veut dire, il faut être mobile. À partir du moment où cette BMI qui a été créée devient fixe, comme elle est employée aujourd'hui, avec des véhicules stationnés qui restent la journée sur un point, un, ça n'est plus mobile, deux, évidemment, les choufs, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, s'organisent autour, vont discuter et même apportent la boisson aux policiers. Donc ça ne veut plus rien dire. Donc en fait, il faut rendre les missions aléatoires, il faut surprendre en permanence, il faut repartir, revenir incessamment de telle sorte à ce que ça devienne usant pour le trafic qui du coup va abandonner le terrain et ira ailleurs. Le but c'est que le ailleurs soit de plus en plus loin. Voilà. Donc quartier par quartier, nous reconquérerons la paix ici, dans notre ville. Le but c'est que, enfin, les gens ne soient pas pris en otage dans leurs immeubles, que quelqu'un qui habite au 4e étage du bout du plan n'entende pas des guetteurs sur son toit qui sautent sur son balcon et frappe à sa fenêtre parce qu'il veut se réfugier, parce qu'il y a une fouille de la cage, etc. C'est la réalité que vivent les habitants aujourd'hui. Voilà. Donc ça, il faut absolument que tout le monde se dise, ça y est, on va pouvoir enfin vivre en paix. On pourra appeler, on pourra voir, et on sait que c'est les autres qui auront peur, voilà, mais pas nous. Aujourd'hui, c'est les enfants de ces habitants qui sont pris en otage, vous savez. Vous avez le chouf qui va prendre un enfant, qui lui donne 3-4 sachets, qui lui dit « je te rendrai ton portable quand tu m'auras vendu ces 3-4 sachets ». C'est absolument pas... il faut absolument, justement, empêcher ce genre de trafic. Et pour ça, il faut être présent sur le terrain, mais de manière aléatoire, mobile. Je reviens un petit peu sur votre question. Il y a aussi le côté humain. On est impliqué par notre travail, on est passionné, on travaille, on a une volonté sur l'ensemble des agents. Nous, on pense surtout, c'est surtout notre mission première, c'est la sécurité des administrés. Et les habitants de la cité de Fourchevieille, je prends l'exemple parce que c'est sur laquelle on travaille énormément, ils le subissent, tout comme vous aujourd'hui à Carpentras. Ils subissent ce fléau qui est la vente de drogue. Et le problème, c'est que les gens qui font partie de ce réseau n'habitent pas à la commune. Donc nous, notre boulot, c'est d'intervenir le plus rapidement et pour travailler pour leur sécurité et qu'ils retrouvent un certain calme.
Donc c'est aussi ce qui fait que on est très présent et on intervient très rapidement sur le dispositif. D'accord, 2 questions, je crois. Bonjour, merci. Alors, moi, je voudrais souligner 3 points. Effectivement, il y a ceux qui vendent de la drogue, mais il y a surtout ceux qui la consomment. Donc, je me dis, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Par exemple, sur les lycées, j'ai des amis qui sont enseignants surveillants et ils m'ont dit quand ils font les portes d'entrée, donc ils sentent la drogue dans tous les jeunes à la sortie devant le grillage, il y avait une drogue. Et en face, il y a les policiers qui assurent une certaine sécurité et qui ne viennent pas contrôler ces jeunes. Donc moi je me disais, en fait ces jeunes-là, il y aurait peut-être plusieurs actions à faire. Qu'est-ce que vous pensez déjà de les sanctionner? Je pense que si les parents recevaient régulièrement des contraventions, ils surveilleraient leur argent de poche des jeunes. Après, faire de la prévention dans les écoles, faire des interventions régulières pour expliquer le côté malsain pour le cerveau, avec de la drogue. Bon, après, il y a aussi le tabac par rapport au cancer, l'alcool par rapport à la mort sur les gouttes. Donc moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'actions à faire dans l'école. Et surtout, revoir pourquoi il y a tant de consommateurs de drogue. Et à tous les niveaux. Parce que les dealers, ils vous diront qu'ils vont passer des cadres, des enseignants, des personnes du médical qui viennent leur acheter quand même. Donc moi je veux bien qu'on vote pour des politiques pour la sécurité, mais si tout le monde va acheter, bon je veux bien, il y a un truc de parents. Alors attendez, j'ai 3 points à soulever encore. Donc par rapport aux écoles, moi je pense qu'il y a encore une action à faire par rapport à la pédocriminalité. Oui. Donc là, c'est un fléau énorme, on l'a vu avec la CIV. Donc il y a quand même 90% des enfants qui sont violés dans leur famille, par leur entourage. Donc ça fait à peu près 3 enfants par classe. Et ça, c'est les chiffres qui connaissent officiellement. Et un enfant ne parle pas beaucoup parce qu'il met en danger sa famille. Donc ça, il y a vraiment un gros travail à faire. Et pareil, les enseignants, ils disent, mais il n'y a pas de psychologue à l'école, ou très peu. Donc là aussi, est-ce qu'il y aurait vraiment un travail à faire et comment vous voyez la chose pour développer cette attention, parce que c'est un fléau énorme. Et il y a eu dernièrement un rapport aussi sur le mal-être des jeunes. Donc un enfant sur 2 en ce moment, le secteur médical crie au secours, un enfant sur 2 en ce moment se scarifie ou est en mal-être profond. Un enfant sur 2, c'est sur 10. Donc il y a, par rapport à tout ce qui se passe là, sur l'atmosphère anxiogène. Donc là, je pense, et ça c'est des personnes pareil qui vont aller consommer des tâches. Voilà, et la pédocriminalité est quand même un fléau énorme. Et sur Internet, ils disent que 67% des enfants à partir de 10 ans vont sur les sites et sont déjà des proies pour les pédocriminels, c'est-à-dire qu'ils leur font des chantages avec des menaces. Donc il y a vraiment à revoir tout ça. Merci. Merci madame. Grégory, la prévention, je reviens dessus. Alors, vous avez à peu près répondu à vous-même à vos questions, je pense. Mais je vais revenir un petit peu sur les 2 premiers volets. Le 3e va être très compliqué pour moi de vous répondre, le mal-être des jeunes, puisque c'est du domaine médical. Le premier, le STUP, vous me parlez du STUP, je vais juste remettre un petit peu les choses en place. Je suppose que vous me parlez des amandiers. J'y ai habité, je voyais fréquemment la police... oui, mais aux amandiers, je le voyais, parce que moi c'était mon cas, j'habitais les amandiers, d'accord. Et je voyais la police municipale devant et le chouf qui était au bout, au niveau des bus, d'accord, et qui n'avait pas d'intervention sur ce jeune. Je vous repose la question, alors vous ne savez peut-être pas, mais là c'est mon volet formateur, parce que je suis aussi formateur au sein de la police municipale. Est-ce que je vais envoyer un seul équipage sans renfort travailler sur une cité ou sur un milieu ou une zone dangereuse et mettre en danger mes agents qui vont intervenir qu'à 2?
Non, mais même Victor Hugo, même à proximité. Est-ce que moi, je vais mettre en danger mes personnels, d'accord, leur demander d'aller intervenir là où ils vont sûrement être débordés, parce que si vous avez un chouk, il n'y en a pas qu'un, vous avez le quartier derrière, et vous en avez un troisième, et enfin un deuxième, un troisième. Donc est-ce que je vais les envoyer en sous-effectif, d'accord, sur des agents qui sont peut-être pas formés, ou formés mais à un niveau qui est moindre? On a la chance à Orange d'avoir une cellule d'instruction dont je suis le premier interlocuteur avec les agents, d'accord, les formateurs. Je les forme à ça. Et à un moment donné, la prise en compte de l'environnement, c'est important. Maintenant, s'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas de renfort, bah, ça va être compliqué d'intervenir. Et à un moment donné, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord ? Ils font aussi dans la limite de ce qu'ils peuvent. Derrière, vous me parlez... Alors, c'est bien parce que vous êtes revenu un petit peu sur des points que j'ai soulevés durant l'intervention. Vous me parlez de la prévention auprès des jeunes. C'est des choses que la police municipale peut faire, ça au sein des établissements scolaires. Tout à l'heure, je vous ai soulevé 2-3 points sur tout ce qui est lutte contre le narcotrafic au sein des établissements scolaires. La prévention, vous me parlez surtout de aussi taper sur les consommateurs. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a un moment donné, il faut revenir à la réalité. D'accord ? La police municipale, elle agit dans certaines prérogatives, dans la flagrance. Tout ce qui est acte d'enquête, on n'y a pas le droit. L'État fait son travail. Il ne faut pas oublier les forces étatiques non plus. Et ça, c'est peut-être un petit peu aussi leur domaine. Nous, on agit dans la limite de nos compétences. Donc on agira sur la flagrance. Pour la pédocriminalité, attention. Ça, je mets un gros veto là-dessus pour la police municipale. Des agents peuvent être formés, mais tout comme les vifs ou les violences faites aux femmes, c'est une formation très très lourde. Les forces étatiques sont déjà formées, ont des cellules bien spécifiques, parce que pédocriminalité veut dire acte d'enquête, recherche. Et ça, la PM, il y a un moment donné, la police municipale, bah, ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Donc on ne pourra pas aller au-dessus de la loi. On s'arrête à un moment, nos limites d'action sont à un niveau. Donc ça, c'est des missions qui sont plus reportées sur les forces étatiques, gendarmerie, police nationale, qui ont déjà des unités bien spécifiques. La BDRJ pour issue de la gendarmerie, je sais, la BDRJ, brigade des délinquances et de la jeunesse, d'accord. Tout ça, eux, ils le font déjà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, la police municipale, on ne peut pas intervenir. Oui, cette question est très intéressante parce qu'en fait, elle permet de recentrer le rôle de la police municipale sur la tranquillité publique, sur la sécurité de la voie publique. Après le reste, on a tout notre environnement qui passe par cette instance de coordination où justement tous les autres acteurs doivent pouvoir intervenir et du coup les échanges d'informations sont essentiels. Un seul point, toujours le même, il faut des effectifs. Les effectifs, ce n'est pas forcément des recrutements, c'est de l'organisation, c'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut qu'il y ait plus de monde sur le terrain. Il y aura donc plus de monde devant les écoles. La priorité, c'est peut-être pas le parking, c'est peut-être le STUP. Vous avez raison, madame. Et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, c'est la politique. Je crois qu'il y a des questions sur les réseaux. Oui, mon Gérald. Des questions en ligne, j'ai 3 questions. Donc j'ai Fabrice qui émet une idée. Est-ce qu'il serait intéressant de diffuser dans les écoles des vidéos de prévention, d'information, même au niveau de la commune? Voilà. Est-ce que la commune pourrait éduquer sa jeunesse dans les établissements scolaires de Carpentras? Bon, je crois qu'on y a déjà bien répondu. C'est fait à Orange, à Carpentras. Il y a eu des actions ponctuelles de prévention aussi dans les écoles. Je pense qu'il faut les faire beaucoup plus régulièrement. Il faut que ça soit ancré. On le sait tous, c'est la répétition, c'est la visibilité, c'est donc la présence des policiers sur la demande des chefs d'établissement. On est obligé de respecter évidemment leur responsabilité et leur autorité. Mais je pense qu'ils sont tous volontaires pour recevoir la police municipale. À partir du moment où on aura élevé le niveau de formation, comme ça a été suggéré, je pense qu'on pourra beaucoup plus intervenir et être présent. Évidemment, c'est une très bonne idée. De toute façon, c'est notre avenir, comme l'a dit Grégory. Il faut former la jeunesse pour que demain, ils soient
prévenus au moins de tous les dangers qui les guettent. Il y avait une deuxième question de François qui se plaignait des problèmes de circulation en sortie d'école. Il préconisait une voie réservée notamment aux taxis, voie réservée à l'handicap. Il soulevait le problème d'incivilité entre citoyens sur les places handicapées et notamment des voies de circulation qui permettraient de fluidifier les sorties d'école. Voilà. Donc, et il citait plusieurs établissements qui contraints. On le sait, et c'est quand même paradoxal, on est une petite ville, 30 000 habitants, et on se retrouve avec des points rouges, des points de bouchons réguliers depuis des années, évidemment autour des sorties scolaires, des établissements scolaires. Ce point, c'est le PLU, c'est le plan de circulation qui peut le régler. Il faut avoir le courage pour ça, d'affronter à la fois les habitants, à qui il faut présenter l'intérêt d'un plan de circulation qui sécurise, et en même temps, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler à 10, 20 ans, parce qu'on sait que ça va exiger des travaux, et donc mobiliser des ressources qui dépassent largement la commune, qui font appel à l'État, à la région, au département. Ce point est essentiel. On a plusieurs points aux aqueducs, à Victor Hugo. En plus, les nouveaux systèmes de circulation qui ont été mis en place avec les travaux en cours font qu'on va encore resserrer, rendre plus étroits les axes. Donc on va encore agrandir, augmenter ces points noirs. Donc c'est un point sur lequel il va falloir que nous revenions. Lorsque nous serons arrivés, nous réviserons le PLU et nous ferons un travail sur la circulation. C'est pas le tout de faire des pistes cyclables. Il faut qu'en fait, il y ait une harmonie entre les différents systèmes de circulation, les piétons, avec des trottoirs assez larges, des pistes cyclables, mais qui n'empêchent pas la circulation. En fait, tout doit fonctionner en harmonie. On ne fait pas de la communication, on prépare l'avenir. Je pense que là, il y a un gros travail de ce côté-là, et nous n'aurons pas peur de l'affronter. Une remarque d'une auditrice qui dit les bras zéro sur la route de Berne, allumés tous les soirs, les arbres qui brûlent et la police qui n'intervient pas, ni les pompiers, il y en a ras-le-bol. Dernière question, c'est concernant la ruralité, le hameau de Serres. Que comptez-vous faire, notamment en matière de cambriolage ? Alors, j'espérais y avoir répondu, mais je pense qu'il faut que j'insiste à nouveau. Doublement des effectifs sur le terrain fait qu'il y aura des policiers aussi à Serres. 2, création d'un quartier champêtre, donc une présence consacrée à cette zone résidentielle, rurale. Donc en fait, on va multiplier les moyens. À partir du moment où, les moyens sont multipliés, forcément les missions sont multipliées, et donc forcément, et là Orange peut le constater, les interpellations, les constats sont multipliés. Et ça, c'est mécanique, il me semble. On revient toujours à la même chose, la multiplication des effectifs présents sur le terrain. Forcément, plus vous mettez d'effectifs, d'accord, plus il y a de présence de policiers, et ce qui nous permet de lutter contre les cambriolages. Je vous parle des cambriolages. Si vous avez des patrouilles régulières qui passent et des patrouilles qui sont sectorisées, forcément, on va lutter contre les cambriolages, puisqu'une présence policière, une présence de bleu sera présente. Je vous propose qu'on conclue. Il y a encore beaucoup de questions, je sais, mais il me semble que toute bonne chose a une fin. Vous l'avez compris, votre sécurité est ma priorité. Ça me paraît important, même si ça n'est pas ma finalité. Je voudrais juste rappeler, pour que ça se rentre bien dans les esprits, les principales mesures que je veux mettre en œuvre. Doubler les effectifs sur le terrain, la vidéoprotection H24, une police municipale réorganisée pour être plus réactive,
tolérance zéro face à la petite délinquance, aux nuisances sonores et aux dépôts sauvages, associer les citoyens par quartier et renforcer le dispositif social en accompagnement de cette sécurité renforcée. Alors, je ne vais pas terminer cette table ronde consacrée à la sécurité sans féliciter avec vous nos policiers municipaux qui tous les jours sont dans la rue, travaillent jour et nuit, avec les moyens qui sont les leurs aujourd'hui, avec les directives qu'ils reçoivent aujourd'hui. On connaît leur bonne volonté, on sait ce qu'ils souhaiteraient. Bravo à eux, et ils savent qu'ils peuvent compter à la fois sur ma confiance et sur ma détermination pour leur donner les moyens et les missions qu'ils réclament et qui sont nécessaires pour les Carpentraciens. Alors je voudrais maintenant remercier Grégory d'avoir accepté, c'était pas facile pour lui, de venir ici à Carpentras pour témoigner, apporter son expertise. C'est particulièrement éclairant. Il a parlé évidemment d'Orange, où il sert aujourd'hui. Il y a d'autres villes où la sécurité a été renforcée, en tout cas il y a une véritable politique qui a été mise en œuvre, à l'exemple d'Orange, il y en a plein d'autres dans la région, et donc nous pouvons le faire ici à Carpentras, c'est absolument pas inéluctable, on peut redresser la barre. Merci à Sophia d'avoir joué le rôle d'animatrice avec le sourire et la capacité d'articuler les propos des deux. Et puis merci à vous tous, merci à ceux qui sont derrière les écrans de suivre ce débat. Il y en aura d'autres. Après la sécurité qui est le socle, nous bâtirons la ville de demain sur plein d'axes, parce que le but c'est d'attirer, développer, pour faire de Carpentras une ville rayonnante.